Depuis le pont d'observation du vaisseau de transport, Jake Martinez contemplait la station de Kepler-7 qui s'agrandissait dans le hublot. La vaste structure gravitait lentement dans l'espace, ses facettes métalliques scintillant sous la lumière de 3 lointains soleils. Pour les 2 années à venir, ce serait son foyer, intégré au tout premier programme d'échange étudiant entre la Terre et l'Académie galactique. Le jeune homme de 19 ans s'approcha du verre, cherchant à distinguer plus de détails de la station. Autour de lui, les autres passagers, majoritairement des étudiants aliens de retour, le dévisageaient avec curiosité, amusés par son enthousiasme palpable. Jake n'en avait cure, c'était l'aventure de sa vie. Première fois hors de la Terre, derrière lui, une voix l'interpella. Jake se retourna pour apercevoir un être bleu et élancé, doté de 4 bras, s'approcher. L'alien avait des yeux bienveillants et un sourire amical qui, malgré ses évidentes particularités physiques, semblait authentique. « Oui », répondit Jake en tendant la main, geste de salutation humain. « Je suis Jake Martinez, de la Terre. » L'extraterrestre examina un instant la main tendue avant de la saisir délicatement avec l'une des siennes. « Je suis Zé, d'Alter Prime. Je crois que nous sommes assignés à la même chambre pour ce semestre. » Le visage de Jake s'éclaira d'un sourire. « Vraiment. C'est super. Je craignais de tomber sur quelqu'un qui n'aimerait pas les humains. » Ze inclina la tête, un geste qui semblait universel parmi de nombreuses espèces. « Pourquoi quelqu'un n'aimerait-il pas les humains? Votre espèce est nouvelle dans la société galactique, mais cela vous rend intéressant, pas désagréable. » Alors que leur transport s'arrimait à la station, Jake regroupa son unique sac de voyage. Toutes ses affaires tenaient dans une petite valise, un contraste frappant avec les multiples conteneurs que collectaient les autres étudiants. Ze le remarqua et proposa son aide, mais Jake déclina poliment. Le quai de débarquement était immense, suffisamment vaste pour contenir plusieurs blocs de bâtiments urbains. Des êtres de toutes formes et tailles s'y déplaçaient. Certains marchaient sur des jambes, comme Jake et Zé, d'autres flottaient, et quelques-uns semblaient rouler ou glisser sur le sol. L'air y était pur, mais empli de senteurs étranges que le nez de Jake ne parvenait pas à identifier. La station abrite environ 50 000 étudiants et professeurs, expliqua Zé, tandis qu'il cheminait vers les principaux corridors. Les étudiants viennent de plus de 200 mondes différents, répartis dans 47 systèmes stellaires. Jake tentait d'assimiler toutes ces informations à la fois. Des êtres cristallins, pareils à des gemmes vivantes, conversaient sur des tons musicaux près d'un kiosque d'information. Un groupe de créatures insectoïdes aux ailes diaphanes planait près du plafond, leur chuchotement résonnant sur les parois métalliques. Dans un recoin, plusieurs êtres aquatiques se déplaçaient à travers un tube rempli d'eau, longeant le mur comme une rivière transparente. « Comment respirent-ils tous le même air ?» demanda Jake, sincèrement curieux. « La station maintient plusieurs zones atmosphériques, » répondit Zed. Les corridors principaux utilisent un mélange standard qui convient à la plupart des espèces. Ceux qui ont besoin d'environnements différents disposent de zones spécialisées ou portent des appareils respiratoires. Leur dortoir se trouvait dans la section C, un quartier selon Z, destiné aux espèces humanoïdes ayant des besoins environnementaux similaires. Les couloirs y paraissaient plus familiers à Jake, avec des portes normales et des hauteurs de plafond qui ne lui donnaient pas l'impression d'être un insecte. La chambre était simple mais confortable, pourvue de 2 espaces de couchage, d'un coin bureau partagé et d'une petite unité de préparation alimentaire. Le côté de Zé était déjà décoré d'objets de son monde natal, incluant ce qui ressemblait à des photos de famille montrant des groupes d'êtres bleus et quadrumanes dans diverses poses. « Tu peux choisir l'espace de couchage que tu préfères », proposa Zé. « Je n'ai pas de préférence particulière. » Jake opta pour l'emplacement près de la fenêtre, qui offrait une vue sur le hub central de la station. De là, il pouvait observer des êtres se déplacer à travers des tubes transparents qui reliaient différentes sections de la station. C'était comme regarder une gigantesque fourmilière, à cela près que les fourmis étaient des créatures intelligentes venues de toute la galaxie. « À quoi dois-je m'attendre pour les cours ici ?» demanda Jake, en défaisant son mince bagage. Ze, assis en tailleur sur son propre coin couchage, observait Jake avec un intérêt manifeste. « Le programme est plutôt avancé.
La plupart des étudiants maîtrisent déjà les bases de la physique interstellaire, de la mécanique quantique et de la sociologie multi-espèces. Quelle est ta formation sur Terre? Jake sentit un pincement à l'estomac. J'ai eu de bonnes notes au lycée et j'avais commencé des études d'ingénierie à l'université. Mais je ne crois pas que nous abordions les mêmes sujets que ceux que tu as mentionnés. La Terre développe encore sa compréhension des sciences avancées, disait avec douceur. C'est normal pour les espèces plus jeunes. L'Académie propose des cours préparatoires pour aider les étudiants des mondes moins avancés technologiquement. La façon dont Zé prononça « moins avancé technologiquement » ne sonnait pas comme une insulte, mais cela piqua tout de même Jake. Il s'était toujours considéré comme intelligent, mais il se retrouvait apparemment en dessous du niveau de la plupart des « maternelles » des autres mondes. « Ne t'inquiète pas », poursuivit Zé, remarquant l'expression de Jake. « L'intelligence et le savoir sont deux choses différentes. Votre espèce doit avoir quelque chose de spécial pour être invitée si tôt dans le programme d'échange, si tôt dans votre adhésion galactique. » Un tintement retentit dans leur chambre, puis une voix prononça ce que Jake supposa être la langue standard de la station. Zé écouta un instant puis traduisit. « L'orientation des nouveaux étudiants commence dans 1 heure. Nous devrions nous rendre à l'auditorium principal sous peu. » Alors qu'ils se préparaient à quitter leur chambre, Jake aperçut son reflet sur la surface polie de l'unité de préparation alimentaire. Il se sentait si ordinaire comparé à la peau bleue exotique et aux bras supplémentaires de Zé. Ses cheveux bruns, ses yeux bruns et sa taille moyenne paraissaient ternes à côté de l'incroyable diversité qu'il avait rencontrée en quelques heures à peine. « Zé », dit-il tandis qu'il se dirigeait vers l'auditorium. « Que pensent la plupart des espèces des humains? Je veux dire, quelle est notre réputation ici? » Zé réfléchit attentivement à la question. « Les humains sont considérés comme curieux, » dit-il finalement. « Votre espèce a atteint le vol spatial très rapidement après avoir maîtrisé le feu, relativement parlant. La plupart des espèces mettent beaucoup plus de temps à développer la technologie. Mais vous venez aussi de ce que les études galactiques classent comme un « monde de la mort ». Un monde de la mort? Une planète aux conditions inhabituellement dangereuses. Forte gravité, phénomènes météorologiques agressifs, grands prédateurs, catastrophes naturelles fréquentes. La plupart des vies intelligentes se développent sur des mondes beaucoup plus cléments. L'environnement de la Terre tuerait la plupart des espèces en quelques jours. Jake n'avait jamais considéré la Terre comme particulièrement dangereuse. Bien sûr, il y avait des ouragans, des tremblements de terre et des animaux sauvages, mais ce n'étaient que des aspects normaux de la vie. L'idée que sa planète natale soit considérée comme un piège mortel selon les standards galactiques était à la fois perturbante et étrangement flatteuse. L'auditorium était bondé de centaines d'êtres de toutes formes et tailles imaginables. Jake et Zé trouvèrent des places dans une section désignée pour leur catégorie de hauteur. Cependant, Jake constata qu'il restait l'un des êtres les plus petits présents. Tandis que l'orientation commençait, Jake réalisa que sa véritable éducation ne faisait que débuter. Il ne s'agissait pas seulement d'acquérir des connaissances scientifiques et technologiques avancées, il s'agissait de trouver sa place dans un univers bien plus vaste et étrange qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La première semaine de Jake à l'Académie galactique se révéla une leçon d'humilité comme il n'en avait jamais connue. Dans son cours de physique avancée, le professeur abordait avec désinvolture des concepts qui lui donnaient le vertige. Autour de lui, les étudiants prenaient des notes sur des appareils projetant des équations holographiques dans l'air, tandis que Jake peinait à saisir les principes les plus élémentaires. Aujourd'hui, nous allons revoir les applications élémentaires de l'effet tunnel quantique dans la communication supraluminique, annonça le professeur Krell Nock, un être insectoïde dont les mandibules claquaient à chacun de ses mots. Comme vous l'avez tous appris lors de votre formation préparatoire, le principe de base implique... Le stylo de Jake resta en suspens au-dessus de son papier, complètement perdu. Les concepts élémentaires qu'elle évoquait dépassaient de loin tout ce qui était enseigné sur Terre. Il jeta un œil autour de la salle de classe et vit que même les étudiants les plus jeunes acquiesçaient, comme si c'était un simple rappel. Ils avaient tenté de l'aider à se préparer en partageant quelques manuels de base, mais les mathématiques seules étaient accablantes. Les livres présupposaient une connaissance de principes scientifiques que la Terre n'avait pas encore découverts. Jake se sentait comme un homme de l'âge de pierre
essayant de comprendre un manuel d'ordinateur. « Monsieur Martinez !» La voix du professeur Trelnock transperça sa confusion. « Peut-être pourriez-vous expliquer comment l'intrication quantique permet une communication instantanée à travers les distances galactiques. » Jake sentit la chaleur monter à ses joues alors que tous les regards de la classe se tournaient vers lui. « Je suis désolé, professeur. Nous n'avons pas encore abordé l'intrication quantique en détail dans le programme de la Terre. » Quelques étudiants émirent des sons qui auraient pu passer pour des tout polis, mais Jake soupçonna qu'il s'efforçait de ne pas rire. Les yeux à facettes du professeur Trelnock le toisèrent un instant avant de se tourner vers un autre étudiant. Après le cours, Jake se dirigea lentement vers le suivant, se sentant vaincu. Comment était-il censé rivaliser avec des êtres qui apprenaient la physique avancée depuis l'enfance? Peut-être que le programme d'échange humain avait été une erreur. Du mal à suivre l'humain. Jake se retourna pour apercevoir un grand être reptilien s'approcher de lui dans le couloir. La créature mesurait près de 2,10 m, avec des écailles vert foncé recouvrant des bras et des jambes musclées. Des griffes acérées s'allongeaient de ses doigts, et ses yeux jaunes affichaient une expression de supériorité évidente. « Je suis Krat, de l'Empire saurien », annonça l'être, comme si Jake devait être impressionné. « Je t'ai observé peiner dans nos cours. C'est amusant de voir une espèce si manifestement dépassée. »« J'apprends juste, » répondit Jake, essayant de garder sa voix ferme. « Tout le monde commence quelque part. » La bouche de Krat s'ouvrit dans ce qui aurait pu être un sourire, révélant des rangées de dents acérées. La plupart des espèces commencent avec un équipement naturel approprié. Griffes, armure, sens aiguisés, force physique. Les humains n'ont rien de tout cela. Vous êtes de faibles créatures qui dépendent d'outils rudimentaires par manque de développement évolutif adéquat. Les autres étudiants dans le couloir s'étaient arrêtés pour observer l'altercation. Jake remarqua que la plupart semblaient mal à l'aise face à l'agressivité de Kraft, mais personne n'intervint. « Nous nous sommes plutôt bien débrouillés avec nos outils, » dit Jake calmement. « Nous avons atteint l'espace et gagné notre place ici. »« À peine !» ricana Kraft. « Votre espèce n'est dans l'espace que depuis quoi? Moins d'un siècle. Mon peuple maîtrisait le voyage interstellaire alors que vos ancêtres vivaient encore dans des cavernes. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que l'Académie a pitié des espèces primitives. » Un sentiment de colère monta dans la poitrine de Jake, mais il se força à rester calme. Se battre dès sa première semaine mettrait probablement fin à son séjour à l'Académie avant même qu'il ne commence vraiment. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-il, « je dois me rendre à mon prochain cours. » Krat s'écarta avec une révérence exagérée. « Bien sûr, courez à vos cours de rattrapage, petit humain. » Le cours suivant de Jake était la résolution tactique de problèmes enseigné par le commandant Veltar, un être à l'allure sévère dont l'espèce ressemblait à de grands humanoïdes à la peau grise et au crâne élargi. Jake appréhendait ce cours, s'attendant à ce que ce soit un autre domaine où son éducation terrienne le laisserait désespérément en retard. « Aujourd'hui, nous allons travailler sur des scénarios d'allocation de ressources, » annonça le commandant Veltar. « Vous serez divisés en équipes et confrontés à une situation de crise à résoudre. Chaque équipe dispose de 30 minutes pour élaborer une solution. » Jake se retrouva regroupé avec 3 autres étudiants. Nera, un être cristallin dont le corps semblait fait de pierres précieuses vivantes. Tolk, une petite créature poilue aux grands yeux et aux mouvements rapides. Et Zara, un grand être à la peau bleu pâle et aux doigts palmés. Leur scénario impliquait une colonie minière ayant perdu le contact avec ses vaisseaux de ravitaillement. La colonie avait des ressources limitées en nourriture et en eau, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Ils devaient trouver un moyen de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. En utilisant uniquement les matériaux disponibles sur l'astéroïde minier, les autres étudiants commencèrent immédiatement à suggérer des solutions technologiques complexes. Nera proposa de construire un réseau de communication quantique à partir de l'équipement minier. Torque suggéra d'utiliser la composition minérale de l'astéroïde pour créer une réaction chimique qui générerait une balise de détresse. Zara voulut modifier les lasers miniers en un dispositif de signalisation à longue portée. Jake écouta leurs idées, mais quelque chose le dérangeait dans leur approche. Toutes leurs solutions exigeaient une technologie avancée et supposaient que les colons possédaient de vastes connaissances techniques.
Et si nous pensions cela à l'envers, dit finalement Jake. Les autres arrêtèrent leur discussion et le regardèrent. Que veux-tu dire? Demanda Nera, ses traits cristallins reflétant les lumières de la salle. Nous supposons que les colons doivent construire quelque chose de complexe, expliqua Jake. Mais et s'ils utilisaient des méthodes simples à la place? Les opérations minières génèrent beaucoup de poussière et de débris. S'ils recueillaient suffisamment de matériaux réfléchissants et les disposaient en motifs sur la surface de l'astéroïde, les vaisseaux de passage pourraient voir la lumière réfléchie par leurs capteurs. Les grands yeux de T clignèrent rapidement. « C'est très primitif, mais ça marcherait, » poursuivit Jake. « Et cela ne nécessite aucune technologie avancée ni connaissance spéciale. N'importe quel colon pourrait ramasser des roches et les arranger en motifs. C'est fiable, simple et utilise des matériaux qui sont certainement disponibles. » Zara pencha la tête pensivement. « Le motif devrait être suffisamment grand et géométriquement distinct pour paraître artificiel plutôt que naturel. » Exactement, acquiesça Jake. Et il pourrait créer plusieurs motifs à différents endroits pour augmenter les chances de détection. Lorsque le temps fut écoulé, chaque équipe présenta sa solution à la classe. Les autres équipes avaient développé des approches technologiques de plus en plus complexes, la plupart exigeant des équipements ou des connaissances qui pourraient ne pas être disponibles pour des colons désespérés. Quand l'équipe de Jake présenta sa solution, plusieurs étudiants firent des ricanements. L'idée semblait trop simple, trop primitive par rapport aux propositions sophistiquées des autres groupes. Le commandant Veltar écouta toutes les présentations sans commentaire. Finalement, elle prit la parole. La solution de l'équipe 4 a la plus forte probabilité de succès, annonça-t-elle en désignant le groupe de Jake. Dans les situations de crise, les solutions simples sont souvent plus efficaces que les complexes. La technologie sophistiquée peut défaillir, mais la physique de base et l'ingéniosité humaine sont fiables. Jake ressentit une bouffée de fierté, mais il remarqua que plusieurs autres étudiants semblaient sceptiques. Krat, qui était assis à l'arrière de la salle, émit un ricanement de dérision. Après le cours, Jake retourna à son dortoir avec un mélange étrange d'émotions. Il était en retard dans la plupart des matières, luttant avec des concepts que d'autres espèces considéraient comme élémentaires. Mais dans le cours de résolution tactique de problèmes, sa perspective différente avait en fait été un avantage. Zeke l'attendait dans leur chambre à l'arrivée de Jake. « Comment se sont passés tes cours aujourd'hui ?»« Mitigé, » répondit honnêtement Jake. « Je suis toujours perdu dans la plupart des sujets, mais je crois que j'ai peut-être trouvé quelque chose dans lequel je suis vraiment bon. » « Qu'est-ce que c'est ?» Jake réfléchit à la manière de l'expliquer. Trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. La plupart des étudiants ici sont incroyablement intelligents et connaissent des technologies étonnantes, mais parfois ils rendent les choses plus complexes qu'elles ne devraient l'être. Zach hocha la tête pensivement. C'est intéressant. Peut-être que le bagage technologique plus simple de ton espèce est en fait un avantage dans certaines situations. Peut-être, dit Jake, bien que je ne sois pas sûr que tout le monde le voit ainsi. Il raconta à Zeke sa rencontre avec Krath, et le visage bleu de son colocataire s'assombrit d'inquiétude. Krath vient d'une culture guerrière, expliqua Zeke. Son espèce valorise la force physique et les armes naturelles, plutôt que l'intelligence ou la créativité. Il voit probablement ton succès en cours de tactique comme une menace pour sa vision du monde. Super, grommela Jake. Alors maintenant je dois craindre de me faire des ennemis juste en réussissant en classe. Ne le laisse pas te décourager, conseilla Zeke. L'Académie valorise de nombreux types d'intelligence différents. Ta perspective humaine pourrait être exactement ce dont certains cours ont besoin. Alors que Jake s'installait pour étudier ce soir-là, il réalisa que son séjour à l'Académie allait être plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement à cause du programme avancé, mais parce qu'il représentait toute son espèce. Chaque succès ou échec se reflèterait sur la place potentielle de l'humanité dans la société galactique. Il ouvrit ses manuels et commença à travailler sur les problèmes de physique de base que d'autres étudiants avaient maîtrisés des années auparavant. Le chemin serait long, mais il était déterminé à prouver que les humains avaient leur place ici. Le champ de confinement vacillait depuis plusieurs minutes, mais Jake semblait être le seul à le remarquer. Les autres étudiants étaient concentrés sur l'explication du professeur Vextar sur les schémas de chasse.
tandis que les techniciens semblaient absorbés par leur équipement de surveillance. Le bref scintillement de la barrière énergétique attirait l'attention de Jake à chaque fois que cela se produisait, bien que les interruptions ne durent que des fractions de secondes. L'avantage principal du tracker des ténèbres réside dans sa capacité à rester complètement immobile pendant de longues périodes, expliquait le professeur Vextar. Ils peuvent attendre dans une immobilité parfaite pendant des heures, voire des jours, jusqu'au moment idéal pour frapper. Comme en réponse aux paroles du professeur, la créature à l'intérieur du champ de confinement avait complètement cessé de bouger. Elle était accroupie au centre du cube transparent, ressemblant à une statue taillée dans l'obsidienne. Seule sa tête bougeait légèrement, tournant pour suivre les projections de proies holographiques qui continuaient de se déplacer autour de son enclos. Jake se retrouva à étudier le comportement du tracker des ténèbres plus attentivement que ses camarades de classe ne semblaient le faire. Alors qu'il semblait concentré sur la prise de notes concernant les stratégies de chasse, lui observait la créature elle-même. Quelque chose dans sa posture suggérait qu'elle ne se contentait pas de démontrer un comportement de chasse à des fins éducatives. La façon dont elle tenait sa tête, la tension dans ses membres, le subtil changement de position, tout indiquait un animal en train de planifier activement quelque chose. Le spécimen semble entrer en mode chasse, annonça l'un des techniciens au professeur Vextur. Devrions-nous ajuster les paramètres de simulation? Non, c'est excellent, répondit le professeur. Étudiant, observez comment l'attitude du prédateur change entièrement lorsqu'il identifie une cible potentielle. Remarquez la respiration contrôlée, le positionnement prudent, la concentration intense. Lisa se pencha vers Jake. « C'est juste moi ou cette chose a l'air de vouloir s'échapper ?» chuchota-t-elle. Jake hocha la tête, reconnaissant que quelqu'un d'autre avait remarqué ce qu'il voyait. Elle fait définitivement autre chose que de chasser les projections. Le tracker des ténèbres avait recommencé à bouger, mais ses mouvements étaient différents maintenant. Au lieu de suivre la proie holographique, il explorait systématiquement les limites de son champ de confinement. Ses griffes traçaient le long des barrières énergétiques, testant les faiblesses que lui seul pouvait détecter. « Professeur !» s'écria Jake, levant la main. « Je crois qu'il pourrait y avoir un problème avec le champ de confinement. » Le professeur Vextar leva les yeux de ses notes. « Que voulez-vous dire, monsieur Martinez ?» La créature ne chasse plus les projections, elle teste les barrières. Plusieurs étudiants se tournèrent vers Jake avec des expressions allant de la confusion à une légère irritation. Krath émit un son qui aurait pu être un ricanement de dérision. L'humain pense qu'il comprend mieux le comportement des prédateurs qu'un tracker des ténèbres, dit Krath assez fort pour que la moitié de la classe l'entende. Peut-être devriez-vous vous en tenir à des sujets plus adaptés à votre compréhension primitive. Le professeur Vextar leva l'un de ses appendices tentaculaires pour demander le silence. Monsieur Martinez soulève une observation intéressante. Observons plus attentivement. Alors même que le professeur parlait, Jake constatait que les champs de confinement vacillaient de plus en plus fréquemment. Les barrières énergétiques retenant le rôdeur de l'ombre présentaient de toute évidence des défaillances techniques, et la créature l'avait manifestement remarqué. Le rôdeur de l'ombre se posta dans un coin de son enclos et exerça une pression des deux mains griffues contre le champ. L'espace d'un instant, rien ne se produisit. Puis, la barrière entière vacilla avec plus d'intensité qu'auparavant, et une décharge électrique résonna dans l'amphithéâtre. « Alerte système !» annonça l'un des techniciens, la voix empreinte d'inquiétude. « Nous enregistrons des fluctuations dans la grille de confinement. » « À quelle gravité se situent ces fluctuations ?» demanda le professeur Vextar, se dirigeant vers le poste de contrôle du technicien. « Inconnu à ce stade. Les systèmes de secours compensent, mais nous devrions envisager de clore la démonstration plus tôt. » Jake observa le rôdeur de l'ombre qui semblait percevoir la fragilité de sa prison. L'intelligence de la créature dépassait nettement toutes les prévisions. Non seulement elle avait détecté les problèmes techniques du champ de confinement, mais elle avait entrepris de tester systématiquement différentes zones pour identifier les points les plus faibles. « Professeur, je crois sincèrement que nous devrions évacuer la salle, » déclara Jake, se levant de son siège. Cette chose, c'est que le champ de confinement cède. Cette fois, ses paroles provoquèrent davantage de réactions parmi ses condisciples. Plusieurs se tournèrent pour le fixer,
et quelques-uns émirent des murmures de protestation. L'humain panique, lança l'un des compagnons de Kraft, une créature massive à la peau épaisse et cuirassée. Comportement typique d'une espèce proie face à un véritable prédateur. « Je ne panique pas », répliqua Jake, s'efforçant de garder sa voix calme. « J'observe un comportement qui suggère un danger imminent. » Mais même tandis qu'il parlait, le rôdeur de l'ombre avait trouvé ce qu'il cherchait. Il exerça une pression sur une section particulière du champ de confinement et la maintint pendant plusieurs secondes. La barrière énergétique vacilla plus violemment, et des alarmes retentirent depuis l'équipement des techniciens. « Panne critique du système », annonça le chef technicien, sa voix révélant désormais une alarme manifeste. « Brèche de confinement en cours. Tous les étudiants doivent évacuer immédiatement. » Le chaos éclata dans l'amphithéâtre. Les étudiants commencèrent à se ruer vers les sorties, certains se déplaçant avec l'efficacité rapide d'espèces habituées au danger, d'autres trébuchant de panique. L'environnement ordonné de la salle de cours se transforma en confusion, tandis que des êtres de taille et de formes diverses tentaient de se frayer un chemin à travers les gradins en se déplaçant aussi vite que possible. Jake reporta son regard vers le champ de confinement et vit que le rôdeur de l'ombre avait intensifié ses efforts. La créature ne se contentait plus de tester les barrières, elle s'employait activement à les détruire. Ses griffes raclaient le champ énergétique, projetant en cascade des étincelles. « Lisa !» s'écria Jake, cherchant son homologue humaine dans la foule des étudiants en évacuation. Il la localisa près de l'avant de l'amphithéâtre, se dirigeant vers la sortie principale avec un groupe d'autres étudiants. Le professeur Vextar s'activait frénétiquement avec les techniciens, tentant de renforcer le système de confinement défaillant. « Alimentation de secours vers la grille primaire », ordonna-t-il. « Dérouter les systèmes auxiliaires pour compenser la panne. »« Monsieur, la créature semble utiliser une sorte de décharge bioélectrique », rapporta un technicien. « Elle perturbe activement notre champ de confinement par interférence électrique directe. » Jake sentit son sang se glacer. Le rôdeur de l'ombre n'était pas seulement physiquement fort et intelligent, il possédait des capacités biologiques que les systèmes de sécurité de l'Académie n'avaient pas anticipées. C'était bien pire qu'une simple défaillance matérielle. Le champ de confinement vacilla une dernière fois, se maintint un instant, puis s'effondra complètement. Le rôdeur de l'ombre demeura immobile pendant environ 2 secondes, comme surpris par sa liberté soudaine. Puis, ses instincts de chasseur s'activèrent pleinement, et il devint bien plus terrifiant qu'il n'était apparu lorsqu'il était en cage. La silhouette de la créature sembla s'élargir alors qu'elle se redressait à sa taille maximale. Ses capacités de camouflage s'activèrent, rendant sa traque difficile à l'œil, même dans l'amphithéâtre bien éclairé. Le plus effrayant fut la lente rotation de sa tête tandis qu'il scannait la salle, évaluant clairement les dizaines de proies potentielles qui l'entouraient. Les étudiants qui se dirigeaient vers les sorties lors d'une évacuation ordonnée basculèrent désormais dans la panique la plus totale. Des cris s'élevèrent dans la salle tandis que les êtres se poussaient et se bousculaient pour atteindre la sécurité. Certaines espèces plus grandes piétinaient les plus petites dans leur hâte de s'échapper. Jake se figea, non par peur, mais par un étrange sentiment de clarté. Alors que le chaos éclatait autour de lui, son esprit semblait ralentir et se concentrer. Il percevait le schéma de chasse du rôdeur de l'ombre tandis qu'il commençait à se déplacer. Il pouvait prédire sa direction en fonction de sa posture corporelle et des mouvements de sa tête. La créature n'attaquait pas au hasard. Elle sélectionnait des cibles spécifiques selon des critères que Jake pouvait presque saisir. Elle ignorait les espèces les plus grandes et les plus dangereuses, se concentrant sur celles qui semblaient vulnérables ou isolées. Et elle se dirigeait vers Lisa, qui s'était séparée du groupe principal d'étudiants en évacuation et était désormais piégée près de l'avant de l'amphithéâtre. Jake réalisa qu'aucune force de sécurité n'arriverait à temps pour la secourir. Les systèmes d'intervention d'urgence de l'Académie étaient conçus pour les défaillances techniques et les urgences médicales, non pour des prédateurs à picots échappés. Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, cela dépendrait entièrement des personnes présentes dans la salle. Le rôdeur de l'ombre avait fait son choix. Il commença à traquer Lisa avec le mouvement fluide et déterminé d'une parfaite machine à tuer qui avait trouvé sa proie. Lisa s'était adossée au mur du fond de l'amphithéâtre, piégée entre les rangées de sièges et le rôdeur de l'ombre en approche. La créature avançait avec une grâce horrible, son camouflage scintillant entre visibilité et invisibilité,
tandis qu'elle se rapprochait. Chaque pas était silencieux, malgré sa taille imposante, et ses yeux jaunes restaient fixés sur elle avec une concentration prédatrice. Autour de l'amphithéâtre, l'évacuation avait viré à la débandade. Les étudiants se poussaient et se bousculaient vers les sorties, certains piétinant les autres dans leur désespoir de s'échapper. Le professeur Vextar et ses techniciens s'efforçaient frénétiquement de réactiver un système de confinement d'urgence, mais leur équipement crépitait et fumait sous l'attaque bioélectrique du rôdeur de l'ombre. Jake observait la scène se dérouler avec un étrange détachement. Le temps semblait ralentir tandis que son esprit traitait ce qui se passait. Le rôdeur de l'ombre se trouvait à une trentaine de pieds de Lisa et réduisait la distance avec une patience délibérée. Il savait qu'elle était piégée et prenait son temps, savourant la chasse. La plupart des camarades de classe de Jake avaient fui ou étaient figés par la terreur. Krat et son groupe d'amis physiquement imposants s'étaient frayé un chemin vers la sortie la plus proche, abandonnant tout semblant de courage guerrier. Même Zay, malgré sa gentillesse sincère, s'éloignait du danger aussi vite que ses avant-bras pouvaient le porter. Mais Jake se dirigeait dans la direction opposée. Il ne prit pas de décision consciente d'agir, quelque chose de plus profond que la pensée prit le contrôle de son corps. Un instinct façonné par des millions d'années d'évolution humaine. Alors que tous les autres êtres dans la pièce réagissaient comme des proies, l'esprit de Jake bascula dans un mode complètement différent. Il commença à marcher vers le rôdeur de l'ombre. Son mouvement n'était ni pressé, ni paniqué. Au lieu de cela, il avançait d'un pas régulier et délibéré, les yeux rivés sur le prédateur, les épaules en arrière, la colonne vertébrale redressée. Et toute sa posture avait changé, passant de celle d'un étudiant à quelque chose d'entièrement nouveau. Le rôdeur de l'ombre remarqua immédiatement son approche. Sa tête se tourna vers Jake, et l'espace d'un instant, son avance vers Lisa s'interrompit. L'intelligence extraterrestre de la créature traita ce développement inattendu. Une proie n'était pas censée approcher un prédateur. Jake continua d'avancer, ne brisant jamais le contact visuel avec la créature. Tandis qu'il marchait, il commença à émettre des sons qui semblaient venir de quelque part profond dans sa poitrine. Ce n'étaient ni des mots, ni des cris, mais des vocalisations basses et menaçantes qui portaient un message clair. Défi accepté. « Jake, non !» cria Lisa depuis derrière le rôdeur de l'ombre. « Éloigne-toi de ça !» Mais Jake l'ignora complètement. Sa concentration était entièrement sur le prédateur devant lui. Il pouvait percevoir la confusion dans la posture de la créature alors qu'elle tentait de comprendre pourquoi cet être petit, apparemment sans défense, agissait comme une menace au lieu de fuir comme une proie appropriée. Les mains de Jake trouvèrent un morceau d'équipement cassé qui était tombé d'une des stations de techniciens. Sans quitter le rôdeur de l'ombre des yeux, il soupesa le fragment métallique, testant son poids. Ce serait une bien piètre arme contre une créature aussi puissante. Mais ce n'était pas le but. Le but était de démontrer qu'il était armé et prêt à se battre. Le rôdeur de l'ombre recula d'un pas. Le mouvement fut infime, à peine perceptible, mais Jake le vit et en comprit la signification. La créature réévaluait la situation. Cela n'était pas censé arriver. Une proie ne s'avançait pas vers un prédateur. Une proie n'émettait pas de son provocateur ni ne brandissait d'armes. Une proie était censée fuir ou se figer de terreur. Jake fit un autre pas en avant, levant le fragment métallique et laissant échapper un son plus profond, plus menaçant. Le bruit résonna dans l'amphithéâtre, fendant le chaos de l'évacuation. Plusieurs étudiants qui fouillaient s'arrêtèrent pour regarder en arrière, incapables de croire ce qu'ils voyaient. « Que lui arrive-t-il » murmura quelqu'un. « L'humain a perdu la tête » répondit une autre voix. Mais le professeur Vextar, toujours affairé frénétiquement à son équipement, leva les yeux et vit quelque chose de différent. « Fascinant » murmura-t-il. « L'humain exhibe un comportement de super-prédateur. » Jake avançait, et le rôdeur de l'ombre reculait sans cesse. L'instinct de chasse du grand prédateur était submergé par un phénomène inédit pour lui. Une proie potentielle agissant comme un prédateur rival. Son esprit étranger peinait à classer cette nouvelle menace. Jake discernait la confusion de la bête, et une partie primale de son cerveau y décela une opportunité. Il leva les bras au-dessus de sa tête pour paraître plus imposant et laissa échapper le son le plus fort et le plus agressif qu'il put produire. Ce fut un mélange de rugissements et de hurlements, d'une intensité intimidante.
Le son sembla envahir l'amphithéâtre tout entier. Les étudiants qui avaient atteint les sorties s'arrêtèrent de courir et se retournèrent, fixant la scène. Les quelques êtres encore présents dans la salle se turent complètement, sidérés par la rage brute dans la voix de Jake. Le rôdeur de l'ombre fit un pas de plus en arrière, ses griffes raclant le sol. Pour la première fois depuis son évasion, la créature paraissait incertaine. Jake exploite son avantage. Il commença à tourner lentement autour du rôdeur, sans jamais rompre le contact visuel, se maintenant constamment entre la bête et Lisa. Ses mouvements étaient contrôlés mais menaçants, à la manière d'un boxeur tournant autour de son adversaire, cherchant une faille. « Reste derrière moi », dit-il à Lisa sans tourner la tête. « Avance doucement vers la sortie, mais ne cours pas. » Lisa commença à longer le mur prudemment, maintenant une large distance de la confrontation. Jake ajusta sa position pour préserver sa posture protectrice entre elle et le rôdeur de l'ombre. La tête de la créature suivait les mouvements de Lisa, mais chaque fois qu'elle tentait de se concentrer sur elle, Jake produisait un nouveau son menaçant ou se rapprochait, la forçant à rediriger son attention sur lui. Le prédateur était contraint de considérer Jake comme la menace principale, bien que tout son instinct lui soufflât que le petit humain devrait être une cible facile. « Impossible », murmura Krat, quelque part près de la sortie. « Les humains sont des proies. Ils n'ont ni armes naturelles, ni force physique pour menacer un rôdeur de l'ombre. » Mais Jake ne comptait ni sur la force physique, ni sur les armes naturelles. Il employait quelque chose de bien plus puissant, la guerre psychologique. Il projetait une confiance en soi absolue, une détermination inébranlable, et le message clair qu'attaquer Lisa impliquerait de passer d'abord par lui, et que cette confrontation coûterait bien plus cher que le jeu n'en valait la chandelle. Le rôdeur de l'ombre commençait à manifester des signes de véritable agitation. Il avait évolué pour chasser des créatures au comportement prévisible, soit combattant avec griffes et dents, soit fuyant terrifié. Le comportement de Jake ne correspondait à aucun de ces schémas. Il n'attaquait pas, mais il ne reculait pas non plus. Il revendiquait un territoire et le défendait avec ce calme et cette agression contrôlée qui caractérise un véritable super-prédateur. La bête fit un autre pas en arrière, puis un autre. Son camouflage vacillait de plus en plus fréquemment, signe de stress ou de confusion. Le chasseur parfait était surpassé par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Jake sentit le changement d'atmosphère dans la salle. La panique n'avait pas disparu, mais elle avait été remplacée par autre chose. De l'émerveillement, de la confusion et une prise de conscience naissante qu'ils assistaient à un événement sans précédent. Un humain faisait reculer un rôdeur de l'ombre par pure force de volonté. L'amphithéâtre était devenu étrangement silencieux, à l'exception de la respiration contrôlée de Jake et du raclement occasionnel des griffes du rôdeur sur le sol. L'énorme prédateur continuait de reculer devant l'avancée constante de Jake, ses traits extraterrestres manifestant confusion et une incertitude croissante. Jake maintenait sa posture agressive, le fragment métallique levé comme une arme, les yeux fixés sur la créature. Chaque mouvement qu'il faisait était délibéré et menaçant, conçu pour renforcer le message qu'il n'était pas une proie à chasser, mais un prédateur rival défendant son territoire. Lisa avait atteint la sécurité relative des gradins, mais elle restait figée, observant la confrontation avec de grands yeux. Autour de l'amphithéâtre, les quelques étudiants qui n'avaient pas totalement fui se pressaient contre les murs et les portes, incapables de détourner le regard de la scène impossible qui se déroulait devant eux. Le rôdeur de Londres cessa de reculer et s'accroupit, ses muscles se tendant. Jake reconnut immédiatement la posture. La créature se préparait à prendre une décision. Elle pouvait continuer à reculer, ce qui allait à l'encontre de tous ses instincts, ou elle pouvait démasquer le bluff de Jake et attaquer. Jake savait que c'était le moment crucial. Si le rôdeur de l'ombre décidait de se battre, ses tactiques psychologiques ne le mèneraient que si loin face à 2,4 mètres de muscles, de griffes et de dents acérées. Mais il comprenait aussi quelque chose que la créature peinait à assimiler. Il ne bluffait pas. Il fit un pas de plus en avant, réduisant la distance entre eux à moins de 4,5 mètres. À cette portée, le rôdeur de l'ombre aurait pu franchir l'écart d'un seul bond, mais Jake ne montrait aucune peur. Au lieu de cela, il laissa échapper un autre grognement bas et menaçant et déplaça son poids vers l'avant,
comme s'il se préparait à charger. La tête de la créature s'inclina légèrement, étudiant cet adversaire bizarre. Dans son esprit extraterrestre, elle tentait de concilier la petite taille et la faiblesse physique apparente de Jake avec son comportement absolument intrépide. Tous les autres êtres présents dans la salle avaient réagi comme prévu face à un rôdeur de l'ombre. Ils avaient fui, figés par la terreur ou recroquevillés en soumission. Cet humain faisait quelque chose d'inédit. « Sécurité à l'amphithéâtre 7 », dit le professeur Vextar avec urgence dans son appareil de communication. « Nous avons besoin d'une assistance immédiate pour le confinement. La situation est unique. » Jake entendit les mots du professeur, mais ne les laissa pas le distraire de la confrontation. Il savait que les forces de sécurité n'arriveraient probablement que dans plusieurs minutes et que cette impasse serait résolue bien avant leur arrivée. Tout dépendait de sa capacité à convaincre le rôdeur de l'ombre qu'une attaque contre lui serait trop coûteuse. La créature se remit en mouvement, mais ni en avant ni en arrière. Au lieu de cela, elle commença à tourner à la gauche de Jake, testant s'il maintiendrait sa position défensive ou céderait du terrain. Jake ajusta immédiatement sa posture, se maintenant entre le rôdeur de l'ombre et Lisa, tout en s'adaptant au mouvement de la créature. « Il le contraint », murmura quelqu'un au fond de l'amphithéâtre. L'humain contrôle réellement les déplacements du prédateur. Jake sentait la frustration croissante de la créature. Les rôdeurs de l'ombre étaient des chasseurs embusqués, conçus pour frapper rapidement depuis leur camouflage contre des proies mal préparées. Cette confrontation prolongée avec une cible qui refusait de se comporter comme une proie échappait à son programme évolutif. Le prédateur extraterrestre tenta à nouveau de se déplacer vers la droite de Jake, testant sa réaction. Jake riposta immédiatement, maintenant sa position tout en émettant un nouveau son menaçant. Le message était clair. Il n'y aurait aucune approche facile de Lisa. Quelle que soit la direction que tenterait la créature, la voix de Krat retentit près de la sortie principale. C'est impossible. Les humains sont des herbivores d'un monde à faible gravité. Ils n'ont pas d'instinct de prédateur. Mais Jake prouvait le contraire. Au plus profond de sa mémoire génétique résidaient les instincts des chasseurs-cueilleurs persistants qui poursuivaient leur proie sur de vastes distances jusqu'à ce que l'épuisement les rende vulnérables. Il portait les armes psychologiques d'ancêtres qui avaient affronté des ours des cavernes et des tigres à dents de sabre avec rien d'autre que des outils primitifs et une détermination inébranlable. Le rôdeur de l'ombre semblait percevoir quelque chose de cet héritage ancien. Ses mouvements devinrent plus agités, son camouflage vacillant plus fréquemment. Le prédateur parfait rencontrait quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant, une proie qui avait elle-même évolué en prédateur. Jake décida d'intensifier la confrontation. Il fit 2 pas rapides vers la créature, levant plus haut son arme improvisée et libérant sa vocalisation la plus agressive à ce jour. Le son était primal et sauvage, porteur de sous-entendus de violence qui le surprirent lui-même. Le rôdeur de l'ombre tressaillit en reculant, ses griffes raclant le sol alors qu'il cherchait un meilleur appui. Un instant, son camouflage faillit entièrement, révélant l'étendue complète de sa forme massive et effrayante. Mais au lieu de faire reculer Jake, la vision ne fit qu'attiser son agressivité. « Regardez sa posture », dit le professeur Vextar doucement à ses techniciens. Le rôdeur de l'ombre affiche des comportements de soumission. Il est réellement en train de s'intimider. Le professeur avait raison. La tête de la créature s'abaissait, son langage corporel passant d'un mode de chasse agressif à quelque chose de plus défensif. Elle ne considérait plus Jake comme une proie potentielle. Elle le traitait comme une menace territoriale qu'il fallait éviter plutôt que d'affronter. Jake maintint la pression, faisant un pas de plus en avant tout en gardant sa posture menaçante. Le fragment métallique dans ses mains était petit et inadéquat comme arme réelle, mais il le brandissait avec une telle confiance qu'il devint psychologiquement significatif. Il démontrait qu'il était armé, prêt à se battre et absolument inflexible. Le rôdeur de l'ombre recula à nouveau, ses yeux extraterrestres se déplaçant entre Jake et les différentes sorties de l'amphithéâtre. La créature réévaluait clairement ses options. La proie facile qu'elle avait initialement choisie était maintenant protégée par quelque chose qui s'enregistrait comme un prédateur rival, et l'analyse coût-avantage n'était plus favorable. « Il cherche une porte de sortie », observa Lisa tranquillement depuis sa position près des sièges.
Jake hocha légèrement la tête sans quitter la créature des yeux. Il avait reconnu le même comportement. Le rôdeur de l'ombre ne chassait plus. Il cherchait un moyen de se désengager d'une confrontation devenue inopinément dangereuse. Mais Jake ne pouvait pas simplement laisser la créature partir. Il y avait encore des étudiants et des professeurs dans l'amphithéâtre, et un rôdeur de l'ombre en liberté pouvait tuer des dizaines d'êtres avant que les forces de sécurité ne puissent le contenir. Il devait maintenir le prédateur concentré sur lui tout en orchestrant sa capture d'une manière ou d'une autre. L'impasse se prolongeait, prédateur contre prédateur, dans une épreuve de volonté qui contredisait tout ce que la communauté scientifique galactique pensait savoir sur les capacités humaines. Jake tenait bon, dégageant une confiance sereine, tout en calculant intérieurement son prochain coup. Le Shadow Stalker s'accroupit davantage, ses muscles se contractant pour ce qui pourrait être une ultime et désespérée attaque. Jake se préparait à l'éventualité que sa guerre psychologique ne suffise pas, qu'il doive affronter les capacités physiques de la créature avec rien d'autre que des outils rudimentaires et la détermination humaine. Le moment s'étirait entre eux, empli de tension et la promesse de violence. Deux prédateurs féroces de mondes différents, chacun façonné par des millions d'années d'évolution, engagés dans une confrontation qui déterminerait non seulement qui vivrait ou mourrait, mais aussi comment la galaxie percevrait la place de l'humanité parmi les étoiles. Le Shadow Stalker maintint sa position accroupie durant ce qui sembla une éternité, les muscles contractés et prêts à bondir. Jake restait parfaitement immobile, ses yeux fixés sur la créature, projetant la confiance absolue d'un prédateur qui ne céderait pas son territoire. Le silence dans l'auditorium était si complet que chacun pouvait entendre les sons subtils de la respiration de l'alien et le léger bourdonnement électrique de l'équipement endommagé. Puis, lentement, le Shadow Stalker commença à se redresser de sa position d'attaque. Le mouvement fut d'abord subtil, un léger relâchement des quartiers arrière de la créature, mais Jake le reconnut immédiatement comme un signal de désengagement. Le prédateur alien choisissait d'éviter la confrontation plutôt que de risquer un combat avec un adversaire dont il ne pouvait pas évaluer correctement les capacités. La créature fit un pas en arrière précautionneux, puis un autre. Ses yeux restaient fixés sur Jake, mais l'intensité prédatrice avait diminué. Au lieu de l'évaluer comme une proie ou même comme une menace directe, le Shadow Stalker le traitait désormais comme un rival territorial à éviter plutôt qu'à défier. Jake maintint son attitude agressive, mais permit à la créature d'augmenter la distance entre eux. Il comprit instinctivement qu'une poursuite trop agressive du Shadow Stalker pourrait déclencher une attaque défensive, tandis qu'un recul trop rapide pourrait réactiver ses instincts de chasse. La clé était de projeter une menace continue tout en permettant à la créature de se retirer avec dignité. « Remarquable », murmura le professeur Vexar à ses techniciens. « L'humain comprend mieux les dynamiques de dominance que la plupart des xénobiologistes entraînés. » Des pas lourds résonnèrent dans le couloir principal, et le gémissement distinct d'armes énergétiques en charge remplit l'air. Les forces de sécurité de l'Académie arrivaient enfin, équipées du matériel spécialisé nécessaire pour contenir un prédateur alpha évadé. La tête du Shadow Stalker se tourna vers les sons approchants. Ses traits aliens montraient ce qui aurait pu être un soulagement. La créature était suffisamment intelligente pour reconnaître que sa situation devenait de plus en plus dangereuse. Non seulement elle faisait face à un rival territorial inattendu, mais des renforts pour ce rival approchaient. « Équipe de sécurité, maintenez vos positions !» cria le professeur Vexitar, alors que des silhouettes blindées apparaissaient aux portes. « La situation est sous contrôle. » Sous contrôle était peut-être un euphémisme, mais Jake avait en effet réussi à contenir la crise. Le Shadow Stalker ne chassait plus, ne se concentrait plus sur les étudiants vulnérables de la salle. Au lieu de cela, il cherchait une opportunité d'échapper à ce qui était devenu une situation intenable. Jake commença à se déplacer lentement vers sa droite, ouvrant un chemin clair vers l'une des sorties. Tout en maintenant sa posture menaçante, il offrait à la créature une voie d'évacuation tout en précisant que tout mouvement vers les étudiants restants entraînerait une confrontation renouvelée. Le Shadow Stalker comprit l'offre immédiatement. Avec des mouvements toujours fluides et dangereux, mais plus prédateurs, il commença à se diriger vers la sortie indiquée par Jake. Son camouflage vacillait par intermittence, signe de stress et d'incertitude,
plutôt que de comportements de chasse. Champ de confinement prêt, annonça l'officier de sécurité principal, un être lourdement blindé dont Jake ne pouvait identifier l'espèce. Nous pouvons établir un périmètre de capture autour de la créature. « Attendez !» cria Jake, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait son système. « Laissez-le se diriger vers la sortie 3. Je peux le guider vers le confinement sans forcer une confrontation. » Le casque de l'officier de sécurité se tourna vers le professeur Vexar pour confirmation. Le professeur hocha lentement la tête, ses multiples appendices suggérant un accord. « Suivez les instructions de l'humain », ordonna le professeur Vexar. « Monsieur Martinez semble comprendre la psychologie de la créature mieux que nos protocoles standards ne l'anticipent. » Jake continua sa danse prudente avec le Shadow Stalker, maintenant juste assez de pression pour faire avancer la créature vers la sortie désignée, tout en évitant des actions qui pourraient déclencher ses instincts défensifs. C'était comme guider un énorme et dangereux chien de berger, nécessitant patience, confiance et un timing parfait. La créature atteignit la sortie et s'arrêta, ses yeux aliens étudiant les forces de sécurité qui attendaient dans le couloir au-delà. Pendant un instant, Jake craignit que le Shadow Stalker ne décide de se frayer un chemin plutôt que de se soumettre à la recapture. Mais le prédateur alien avait apparemment atteint sa limite. Avec des mouvements suggérant la résignation plutôt que la défaite, il laissa les équipes de sécurité l'encercler de champs de confinement. La capture fut accomplie sans violence, sans blessure, et sans le genre de destruction qui accompagnait habituellement les incidents de Shadow Stalker. Alors que la créature était emmenée sous escorte de sécurité renforcée, l'auditorium éclata en un brouhaha de voix. Des étudiants, figés dans le silence, se mirent à parler avec excitation. Des professeurs commencèrent à prendre frénétiquement des notes, et des techniciens s'empressèrent d'examiner leur équipement endommagé. Jake resta debout au centre de l'auditorium, tenant toujours son arme improvisée tandis que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à l'atteindre. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement sous l'effet de l'adrénaline, et il se sentait à la fois épuisé et hyper vigilant. « Jake !» s'exclama Lisa en se précipitant vers lui, son visage affichant un mélange de gratitude et d'étonnement. « Ce que tu as fait, comment savais-tu faire cela ?» Jake baissa les yeux vers le fragment de métal dans ses mains, puis le laissa tomber au sol. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « J'ai juste senti que c'était la bonne chose à faire. » Se s'approcha plus prudemment, ses traits bleus montrant une évidente admiration. « Mon ami, ce que tu viens d'accomplir devrait être impossible selon tout ce que nous savons de la psychologie interespèce. » Autour de l'auditorium, d'autres étudiants regardaient Jake avec des expressions allant de l'étonnement à la confusion, en passant par ce qui aurait pu être de la peur. Ils avaient été les témoins de quelque chose qui remettait en question leur compréhension fondamentale des capacités et des limites humaines. Krat apparut en lisière du groupe, ses traits reptiliens affichant une émotion que Jake n'avait jamais vue auparavant. Le respect teinté d'incertitude. « Humain, » dit Krat formellement, « je vous dois des excuses. Je croyais que votre espèce manquait des instincts des vrais prédateurs. J'avais manifestement tort. » Le professeur Vexar s'approcha du groupe, ses appendices tentaculaires se mouvant selon des schémas suggérant une intense excitation intellectuelle. « Monsieur Martinez, » dit le professeur, « ce que vous venez de démontrer soulève des questions profondes sur l'histoire évolutive humaine. Seriez-vous disposé à participer à des études de suivi? Je crois que la communauté scientifique galactique doit réviser considérablement sa compréhension de votre espèce. » Jake regarda les visages qu'il observait, des traits aliens affichant une curiosité, un respect, et dans certains cas une lassitude qui n'était pas présente auparavant. Il réalisa que ses actions avaient changé plus que la crise immédiate. Il avait modifié la perception que ces êtres avaient de l'humanité elle-même. « Je vous aiderai avec toutes les études que vous jugerez nécessaires, » répondit Jake. « Mais j'espère que les gens comprendront que je ne suis pas une sorte de surhomme. J'ai juste fait ce qui me semblait naturel lorsque quelqu'un était en danger. » Les yeux composés du professeur Vexitar l'étudièrent intensément. « Monsieur Martinez, je soupçonne que ce qui semble naturel aux humains est peut-être bien plus extraordinaire que votre espèce ne le réalise. » Tandis que l'excitation dans l'auditorium s'estompait progressivement et que les étudiants commençaient à sortir pour répandre la nouvelle de ce dont ils avaient été témoins, Jake se demandait quelles seraient les conséquences à long terme de cet incident.
Il était venu à l'Académie pour en apprendre davantage sur la civilisation galactique, mais il avait plutôt enseigné à cette civilisation quelque chose d'inattendu sur l'humanité. La question était maintenant de savoir si cette leçon s'avérerait une bénédiction ou une complication pour l'avenir de la Terre parmi les étoiles. 3 jours après l'incident du Shadow Stalker, Jake se retrouva assis dans le bureau privé du professeur Vexar, entouré d'équipements de surveillance et d'appareils d'enregistrement. Le professeur avait passé la matinée à mener divers tests et entretiens, tentant de comprendre les facteurs psychologiques et physiologiques qui avaient permis la confrontation sans précédent de Jake avec le prédateur alpha. Vos niveaux d'hormones de stress pendant l'incident étaient remarquablement bas, expliqua le professeur Vexar, examinant les données sur ces affichages holographiques. La plupart des êtres confrontés à un Shadow Stalker montrent une élévation extrême des substances chimiques de réponse à la peur. Vos niveaux ont en fait diminué à mesure que la confrontation s'intensifiait. Jake se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Je ne pensais pas vraiment à avoir peur. J'étais concentré sur la protection de Lisa et la manière de gérer la créature. Exactement, dit le professeur, ses multiples appendices s'agitant avec enthousiasme. Votre cerveau est passé dans ce qui semble être un mode de réponse spécialisé du prédateur. Au lieu de déclencher des réactions de peur, la présence du danger a activé des comportements de chasse et territoriaux. Un signal sonore retentit à la porte du bureau, Aisé fit son entrée, un pad de données à la main et une excitation à peine contenue sur le visage. « Professeur, les derniers rapports de la Terre sont extraordinaires », annonça-t-il. Le gouvernement humain vient de divulguer des informations fascinantes sur l'histoire évolutive de leur espèce. Le professeur Vextar invita Zé à présenter ses découvertes. L'étudiant à la peau bleue activa le système d'affichage principal du bureau et des images en hologramme tridimensionnel d'anciens ancêtres humains apparurent. Il s'avère que les humains ont évolué en tant que chasseurs de persistance, expliqua Zé. Ils poursuivaient leur proie sur des distances pouvant atteindre 40 km. Les épuisant avant d'achever leur mise à mort. Aucune autre espèce connue n'a jamais développé une telle stratégie de chasse. Jake fixe les images de ses ancêtres, percevant sous un nouveau jour sa propre confrontation avec l'ombre traqueuse. C'est donc pour ça que je n'ai pas voulu m'enfuir. Mon instinct me disait de chasser, pas de fuir. Plus que cela, ajouta le professeur Vextar, la chasse de persistance exige une résilience psychologique extraordinaire. Les humains ont dû développer la capacité d'ignorer la fatigue, la douleur et la peur, tout en maintenant leur concentration sur des objectifs à long terme. Ces mêmes traits se sont manifestés lorsque vous avez affronté l'ombre traqueuse. La porte résonna à nouveau, et Lisa entra dans le bureau, suivie de plusieurs autres étudiants que Jake reconnaissait de leurs différentes classes. La nouvelle de la recherche du professeur s'était rapidement répandue dans l'académie, et de nombreux étudiants étaient curieux des nouvelles découvertes concernant la psychologie humaine. « Y a-t-il d'autres humains sur la station » demanda Nera, l'étudiante cristalline de la classe de pensée tactique de Jake. « Nous aimerions savoir si les capacités de M. Martinez sont typiques de son espèce. » « Lisa est la seule autre humaine actuellement inscrite, » répondit le professeur Vextar. Mais d'après les communications préliminaires avec la Terre, le profil psychologique de M. Martinez semble être tout à fait dans les paramètres humains normaux. Cette déclaration provoqua un murmure excité parmi les étudiants rassemblés. Si les capacités de Jake étaient normales pour les humains, cela suggérait que toute la population terrestre était composée d'êtres dotés d'une psychologie de prédateur alpha. Cela expliquerait leur développement technologique rapide, observa Tak, le petit étudiant velu. La plupart des espèces nécessitent des milliers d'années pour développer le vol spatial après avoir maîtrisé l'utilisation d'outils de base. Les humains l'ont accompli en quelques siècles seulement. Jake se sentait de plus en plus mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Je pense que vous exagérez ce qui s'est passé. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait pour protéger un ami. Mais c'est précisément là le point, dit doucement le professeur Vextar. La plupart des espèces n'auraient pas fait ce que vous avez fait. Leurs instincts les auraient poussés à fuir ou à se figer. Vos instincts vous ont poussé à vous battre. Krat apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, étant arrivé sans invitation. Le comportement du grand étudiant saurien avait changé radicalement depuis l'incident. Auparavant dédaigneux et agressif envers Jake, il montrait maintenant un respect évident, mêlé de ce qui aurait pu être de la prudence. « Humain Jake », dit Krat formellement.
Je suis venu demander la permission d'étudier vos techniques de combat. Jake cligna des yeux, surpris. Mes techniques de combat? Je n'ai aucune formation formelle en combat. C'est ce qui rend votre comportement si intéressant, répondit Krat. Les guerriers saurians s'entraînent pendant des décennies pour développer le genre de domination psychologique que vous avez manifesté naturellement. Nous serions honorés d'apprendre de vos méthodes instinctives. Les yeux composés du professeur Vextar s'éclairèrent d'un intérêt scientifique. Ceci soulève une question importante concernant le potentiel militaire humain. Si des humains non entraînés peuvent dominer psychologiquement des prédateurs alpha, quelle capacité des guerriers humains entraînés pourraient-ils posséder? Jake ressentit un frisson à l'idée des implications de cette question. « Professeur, j'espère que vous ne suggérez pas que les humains feraient de bons soldats pour les conflits galactiques. »« Pas des soldats, » répondit prudemment le professeur, « mais les traits psychologiques uniques de votre espèce pourraient être précieux pour de nombreuses applications pacifiques. Les opérations de recherche et de sauvetage, la gestion de la faune, l'intervention en cas de crise, les services de protection diplomatique. » Lisa était restée silencieuse pendant la majeure partie de la discussion, mais elle prit maintenant la parole. Et l'inverse. Si les humains ont une psychologie de prédateur, comment les autres espèces réagiront-elles à cette connaissance? C'était une question perspicace qui mettait en lumière les complications potentielles de la démonstration de Jake. Plusieurs étudiants dans le bureau échangèrent des regards qui suggéraient que l'inquiétude de Lisa était fondée. Certaines espèces pourraient trouver la psychologie humaine dérangeante, admit le professeur Vextar. Les espèces proies en particulier pourraient se sentir mal à l'aise en présence d'êtres dotés de traits de prédateurs si prononcés. Le dispositif de communication de Jake retentit, signalant un message entrant de la Terre. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit qu'il provenait de sa sœur cadette Amy, qu'il avait l'intention de contacter depuis plusieurs jours. « Excusez-moi, » dit-il au groupe, « c'est de ma famille, je devrais le prendre. » Le système de communication du bureau s'activa et le visage d'Amy apparut sur l'affichage holographique. Elle avait 16 ans, avec les mêmes cheveux et yeux bruns que Jake, et son expression montrait une excitation évidente. « Jake, tout le monde ici parle de ce qui s'est passé à ton école. Les informations te qualifient de héros. » Jake sentit son estomac se nouer. « Amy, s'il te plaît, dis-moi que cette histoire n'est pas parvenue au réseau d'information de la Terre. Tu plaisantes, c'est la plus grande histoire de la semaine. L'étudiant humain affronte un monstre extraterrestre, est en tête de toutes les plateformes. Maman et papa sont si fiers qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. » Le professeur Vextar se pencha vers l'affichage. « Mademoiselle Martinez, ici le professeur Vextar de l'Académie. Votre frère a en effet accompli quelque chose de remarquable, mais nous espérons limiter la publicité au minimum pendant que nous terminons notre analyse scientifique. » Les yeux d'Amy s'écarquillèrent en remarquant le professeur extraterrestre et le rassemblement d'étudiants non humains en arrière-plan. « Oh wow! Tu es vraiment entouré d'extraterrestres, c'est tellement cool. » « Amy, » dit patiemment Jake, « ils préfèrent qu'on les appelle des personnes d'autres mondes plutôt que des extraterrestres. Et oui, ça a été une expérience intéressante. »« Les gens du gouvernement veulent te parler, » continua Amy. « Quelque chose concerne l'élargissement du programme d'échange et l'envoi possible de plus d'humains dans l'espaceport. Ils disent que la Terre pourrait avoir plus à offrir à la société galactique que quiconque ne l'avait imaginé. » Jake regarda autour du bureau les visages qu'il observait. Certains montraient une curiosité scientifique, d'autres une méfiance nouvellement respectueuse. Il réalisa que sa décision spontanée de protéger Lisa avait mis en mouvement des changements qui s'étendraient bien au-delà de sa propre expérience éducative. « Dis-leur que je parlerai à qui ils veulent que je parle, » dit Jake à sa sœur. « Mais dis-leur aussi que les humains ne sont pas tous comme moi. Je ne suis qu'une personne normale qui a fait ce qui lui semblait juste. » Après avoir mis fin à la communication avec Amy, Jake se tourna vers le professeur Vextar et les étudiants assemblés. « Professeur, que se passe-t-il maintenant? Allez-vous publier des articles sur la psychologie de prédateurs humains? Cela changera-t-il la façon dont la Terre est traitée en politique galactique? » Les appendicés du professeur Vextar bougèrent selon des schémas qui suggéraient une réflexion attentive. « Monsieur Martinez, ce que vous nous avez montré, c'est que l'humanité apporte des capacités uniques à la civilisation galactique. La façon dont cette connaissance sera utilisée
dépendra largement de la manière dont les humains choisiront de se présenter à la galaxie. Jake hocha lentement la tête, comprenant le poids de la responsabilité qui lui avait été attribuée. Par un moment de courage instinctif, il était devenu l'ambassadeur officieux de l'humanité auprès d'une galaxie qui apprenait encore ce que signifiait partager l'espace avec des chasseurs de persistance venus d'un monde mortel. Au-delà des fenêtres du bureau, les étoiles de la galaxie s'étendaient infiniment dans l'espace. Chaque point lumineux représente